Avant de commencer l'épisode, je vais vous inviter à le liker, commenter, partager un maximum ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Sur ce, bon visionnage. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. Nous avons choisi d'aller sur la Lune. Nous avons choisi d'aller sur la Lune au cours de cette décennie et de faire d'autres choses. Non pas parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont compliquées. Parce que cet objectif servira à organiser et connaître le meilleur de nos énergies et de nos compétences. Parce que ce défi est l'un de ceux que nous sommes prêts à accepter. L'un de ceux que nous n'acceptons pas de reporter. Et l'un de ceux que nous comptons réussir ainsi que les autres également. C'est pour ces raisons que je considère que la décision prise l'année dernière d'augmenter nos efforts dans le spatial considérablement est l'une des décisions les plus importantes qui seront prises pendant mon mandat au poste de président. Nous avons eu nos échecs, mais les autres aussi, même s'ils ne le reconnaissent pas. Ils sont peut-être moins publics. Bien sûr, nous sommes en retard. Et nous allons être en retard pour quelque temps pour les vols habités. Mais nous n'avons pas l'intention de rester en retard. Et au cours de cette décennie, nous allons nous rattraper et aller de l'avant. Il y a plusieurs années, le grand explorateur britannique George Mallory, décédé sur le mont Everest, s'est vu demander pourquoi il voulait l'escalader. Sa réponse fut « parce qu'il est là. L'espace est là et nous allons y monter. La Lune et les planètes sont là, ainsi que les nouveaux espoirs de connaissance et de paix. Donc, en partant, nous demandons la bénédiction de Dieu pour la plus hasardeuse, dangereuse et la plus grande aventure dans laquelle aucun humain ne se soit jamais engagé. » Ces mots, prononcés par le président Kennedy lors d'un discours à l'université de Rice à Houston le 12 septembre 1962, sont probablement ceux que le public aura le plus retenus. Particulièrement ces paroles, devenues aujourd'hui aussi célèbres que le programme Apollo. De ce discours, qui faisait partie d'une assez grande série dans tous les États-Unis, de Cap Canaveral en Floride à Houston, au Texas, découlera, en juillet 1969, l'un des événements les plus marquants de l'histoire de l'humanité. Les premiers pas de l'homme sur la Lune. Aujourd'hui, nous allons donc parler du programme Apollo, de ses origines et d'Apollo 11. Nous sommes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après la défaite de l'Allemagne, les grandes puissances que sont les États-Unis et l'Union soviétique essayent, chacune de leur côté, de récupérer le meilleur des scientifiques allemands, notamment dans le domaine de l'aérospatial et de l'armement, domaine dans lequel l'Allemagne était assez avancée. Du côté américain, cette démarche a un nom, l'opération Paperclip. Et c'est sûrement cette opération qui aura le plus d'impact sur la conquête spatiale américaine. Le Royaume-Uni, la France et surtout l'URSS réussissent ainsi à récupérer de nombreux ingénieurs. Ingénieurs qui aideront d'ailleurs grandement au développement des premières fusées françaises, notamment des améliorations des missiles allemands V2, la fusée Éole ou encore, plus connu, le lanceur Véronique. Néanmoins, pour les lanceurs français, je ne vais pas continuer à en parler plus longtemps et je vous invite à regarder la trilogie de Vincent de Stardust sur le sujet. Sur ce, retournons en Amérique et plus précisément, reparlons un peu de l'opération Paperclip. Cette opération permettra à l'Amérique de mettre la main sur un homme en particulier, Wernher von Braun, concepteur des missiles allemands V2, eux-mêmes évolution des missiles Aggregat 1, 2 et 3, également conçus par von Braun. Et mine de rien, les missiles V2 ont déjà une assez bonne capacité. 12,5 tonnes au lancement, 980 kg de capacité d'emport, 14 mètres de haut et une portée de 300 km.
C'est d'ailleurs une V2 modifiée qui prendra la première photo de la Terre depuis l'espace. À 105 km d'altitude, le 24 octobre 1946 depuis la base militaire de White Sands au Nouveau-Mexique. Bien qu'il s'agisse de missiles ayant pour but une utilisation militaire, les missiles V2, ainsi que leurs créateurs, auront joué un rôle important dans l'histoire spatiale américaine, et ce, dès le début des années 1950. À cette époque, Wernher von Braun est nommé directeur technique du Redstone Arsenal, un établissement de l'armée se trouvant à Huntsville en Alabama. C'est là qu'il travaillera à une évolution des missiles V2, les missiles Redstone, missiles qui ne tarderont d'ailleurs pas à évoluer, puisqu'il ne faudra attendre que le 5 mai 1961 pour voir Alan Shepard atteindre l'espace durant un vol suborbital, qui marquera le début des vols habités américains, seulement quelques semaines après le premier vol de Yuri Gagarin, le 5 avril de la même année. Et c'est justement cet événement qui accélérera la guerre froide et la course à l'espace acharnée que se livreront l'Union soviétique et les États-Unis. Avec les préparatifs du lancement du premier satellite américain Explorer 1, lancé le 1er février 1958, en réponse au lancement le 4 octobre 1957 du satellite soviétique Sputnik 1, premier satellite artificiel, il devient vite clair que les activités spatiales américaines devront être gérées par une agence unique. Tous ces événements finiront par convaincre le président de l'époque, Dwight Eisenhower, qu'il est nécessaire de réunir les activités liées à l'aérospatiale sous une seule agence, afin de réunir les différents efforts dispersés entre différents projets et lieux un peu partout aux États-Unis sans réelle cohésion. En novembre 1957, un sous-comité du Sénat commence à auditionner des spécialistes afin de déterminer l'état du programme de missiles américain et d'identifier l'origine du retard de l'Amérique face à l'Union soviétique. En février 1958, le comité Purcell est mis sur pied pour déterminer l'organisation de la future agence. Pendant un certain temps, il est d'ailleurs envisagé de transférer cette activité à une organisation déjà existante. Je ne vais pas plus entrer dans les détails, l'essentiel à retenir étant que la NASA, pour National Aeronautic and Space Administration, sera ainsi créée en juillet 1958. Lors de la création de la NASA, Wernher von Braun sera nommé directeur du Centre spatial Marshall, à Huntsville en Alabama, poste qu'il conservera jusqu'en 1970, soit 5 ans avant la fin du programme Apollo. À ce propos, nous sommes déjà assez avancés dans l'épisode sans avoir encore réellement parlé du programme Apollo. Nous sommes en mai 1961, soit environ 2 ans et demi après la création de la NASA. Bien que les premières bases du programme Apollo aient déjà été posées durant le mandat du président Eisenhower, à savoir vers 1958-1960, c'est en 1961 que le programme Apollo décollera, si j'ose dire, réellement, avec l'annonce le 25 mai 1961 du projet Apollo visant à envoyer des hommes sur la Lune. Annonce faite par le président Kennedy, fraîchement élu à l'époque, son élection datant du 8 novembre 1960. C'est donc à partir de ce moment-là que les choses vont s'accélérer pour Apollo, qui est encore, à cette époque, loin d'être un succès et loin d'être prêt à tenir la promesse du président Kennedy d'envoyer des hommes sur la Lune avant la fin des années 60. Nous sommes 20 jours après l'envoi du premier Américain dans l'espace, Alan Shepard, dans le cadre de la mission Mercury 3, et Apollo est officiellement lancé. L'une des premières évidences, c'est qu'il faudra un lanceur beaucoup plus lourd que le lanceur Redstone utilisé pour lancer la capsule contenant Alan Shepard. Capsule qui ne pesait qu'une seule tonne, et surtout, qui n'était destinée qu'à un bond hors de l'atmosphère, contre 120 tonnes en orbite basse pour le train lunaire. C'est dans cet objectif que sera réalisé le lanceur Saturne V, lanceur qui sera conçu par Wernher von Braun et qui donnera d'ailleurs beaucoup de travail à la NASA. Toutes catégories mélangées, le nombre d'employés de la NASA passera de 10 000 en 1960 à 36 000 en 1963. Il ne faudra pas attendre plus tard que le 27 octobre 1961 pour voir un premier lanceur Saturne décoller. Une Saturne 1 qui ne testera que le premier étage S1, la suite n'étant qu'une maquette et une charge simulée,
les essais du second étage n'intervenant que plus tard. Et c'est justement là que se situe l'une des plus grosses différences entre le programme lunaire américain et soviétique. Là où l'Union soviétique testait tout l'équipement d'un coup, l'Amérique se montre plus prudente en essayant chaque élément séparément. Le 25 avril 1962, un second essai aura lieu, cette fois visant à relâcher de grandes quantités d'eau dans l'atmosphère pour tester les systèmes de communication. Cette mission sera d'ailleurs répétée une seconde fois le 16 novembre 1962. En mars 1963, un essai, toujours avec une Saturne 1, sera mené, visant cette fois à essayer l'arrêt prématuré d'un moteur. L'essai suivant aura lieu en janvier 1964 et sera l'occasion d'essayer pour la première fois le second étage en vol et également le premier tir orbital de Saturne. Je ne vais pas parler en détail de tous les vols car il y en a beaucoup, mais néanmoins voici un rapide résumé. Mai 1964, premier essai d'une maquette du module de commande Apollo. Septembre 1964, premier essai de l'ordinateur de bord en vol. En février, mai et juillet 1965, 3 essais avec maquette du module de commande auront lieu, permettant également de lancer les satellites Pegasus, Pegasus B et Pegasus C. Les satellites Pegasus étaient dédiés à l'observation de l'impact de micrométéorites dans l'espace, afin de se faire une idée de leur régularité, chose qui était plus qu'importante avant le lancement des missions habitées vers la Lune. 3 autres vols de Saturne auront encore lieu, même s'il s'agira d'une évolution de la Saturne 1, la Saturne 1B. Bien que la Saturne 1 et la Saturne 1B soient très similaires, 51 mètres de hauteur et 510 tonnes au décollage pour la Saturne 1, contre 68 mètres et 589 tonnes pour la Saturne 1B, il y a une grosse différence qui se situe au niveau du second étage. En effet, la nouvelle Saturne 1B est équipée d'un nouveau second étage, le S4B, qui servira pour les missions Apollo. Les 3 premiers vols de la Saturne 1B, qui étaient notamment là pour faire des derniers essais avec les capsules Apollo, sont passés et nous sommes déjà le 9 novembre 1967. Il est 17h15 sur le pas de tir LC-34 de Cap Canaveral, et un monstre de puissance s'arrache du sol. 110 mètres de hauteur, 10 mètres de diamètre, 3038 tonnes au décollage, 5 moteurs de chacun 8,4 tonnes à sec, 5,6 mètres de long et 3,7 mètres de large. Pour la première fois depuis le début du programme Apollo, les États-Unis approchent du but. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais ça y est. Pour la première fois, une Saturne V décolle, dans le cadre de la mission Apollo 4, mission qui permettra de tester le second étage S4B en conditions réelles et également de tester les protections thermiques du module de commande à des vitesses proches d'un retour de la Lune. La mission suivante, Apollo 5, qui décolla le 22 janvier 1968, verra cette fois le premier vol du module lunaire LEM avoir lieu, lancé depuis une Saturne 1B. Apollo 6 décollera le 4 avril 1968, mais cette fois tout ne se passera pas comme prévu. D'intenses oscillations liées à l'utilisation d'un carburant liquide, connu sous le nom d'effet Pogo, empêcheront le second étage de fonctionner normalement et endommageront également le 3e étage, l'empêchant de redémarrer. Néanmoins, ce problème sera assez rapidement réglé et la Saturne V sera qualifiée pour les vols habités, qui sont d'ailleurs imminents. Parlons-en un peu des vols habités, car, vous vous en doutez, pendant le développement des lanceurs Saturne 1, 1B et 5, les choses ont continué d'avancer très vite. Pour parler des vols habités, il faut introduire la fusée Little Joey, qui aura été notamment utilisée pour tester les capsules Mercury, capsules dédiées aux vols habités donc. Celui-ci sera amélioré et baptisé Little Joey 2. Cette nouvelle version s'occupera d'une bonne partie des essais du module de commande d'Apollo, testera son comportement en vol, etc. Little Joey volera en tout 4 fois, dont un vol de qualification. 2 autres essais auront également lieu sans lui, ceux-ci visant à essayer la tour de sauvetage sur le pas de tir. On peut d'ailleurs assez facilement faire la comparaison, d'un point de vue esthétique et d'un point de vue de mission, avec le petit lanceur utilisé récemment pour l'essai en vol de la tour de sauvetage d'Orion. Pour l'anecdote,
Les bandes noires servent à repérer un éventuel roulis non contrôlé et à le mesurer. Vous aurez probablement remarqué, quand je parlais d'Apollo 4, que je ne citais pas les 3 missions Apollo précédentes. Et c'est normal, puisque celles-ci font partie du programme habité. Apollo 3 ayant été un essai au sol, Apollo 2 ayant été annulé, et Apollo 1 s'étant, comme vous le savez peut-être, terminé par un accident entraînant le décès des 3 membres d'équipage le 21 février 1967. C'est d'ailleurs en hommage aux victimes que cette mission sera renommée Apollo 1, la suivante Apollo 2 et ainsi de suite. Mais, et ce malgré ce drame et le retard engendré par la modification de la capsule Apollo pour plus de sécurité, le programme Apollo continue d'avancer vite et le premier vol habité, Apollo 7, a lieu le 11 octobre 1968 avec, à son bord, les astronautes Wally Schirra, Don Hazel et Walter Cunningham, lancés par une Saturn 1B. Apollo 7 est d'ailleurs le premier vol habité américain depuis Gemini 12 en 1966 et permettra de tester le module de service en version habitée et, également, de faire les premiers essais de diffusion à la télévision du programme Apollo. La mission durera 10 jours et 20 heures. Apollo 8 décollera le 21 décembre 1968 avec une Saturn V, avec, à bord, les astronautes Frank Borman, James Lovell et William Anders. Et ce sera l'occasion de tester le module de commande en orbite lunaire, et également de réaliser une première, en envoyant des humains en orbite autour de la Lune. Ce sera également le premier vol habité de la Saturn V. La mission Apollo 9 décollera le 3 mars 1969, emportant les astronautes James McDivitt, David Scott et Rusty Schweickart en orbite basse pour tester l'intégralité du train lunaire, l'amarrage entre le module de commande et le LEM, ainsi que la séparation du module de descente et de montée du LEM. Cette mission sera également un succès et ouvrira la voie à Apollo 10, qui sera lancé le 18 mai 1969, emportant les astronautes Thomas Stafford, John Young et Eugene Cernan pour une répétition générale de l'alunissage avant la mission Apollo 11. Le LEM ne devant frôler la Lune qu'à 15,6 km de sa surface. L'intégralité de la Saturn V et du train lunaire sont désormais testés, du premier étage S1 à la tour de sauvetage, en passant par le second étage S2, le troisième étage S4B, le module de commande, le module de service, le module lunaire, son étage de descente et son étage de remontée, tout est fonctionnel. Voici d'ailleurs un petit plan de la Saturn V pour vous aider à y voir plus clair. Apollo 10 est un succès total et la voie est désormais libre pour Apollo 11, qui décollera le 16 juillet 1969 à 13h32 GMT du désormais mythique pas de tir 39A de Cap Canaveral. Pour l'épisode sur Apollo 11, je vous donne donc rendez-vous le 20 juillet pour parler d'Apollo 11 dans un épisode un peu plus court que celui-ci. En attendant, cet épisode anniversaire est désormais terminé et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.